Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dame du CDI. Je reviens dans cet épisode avec un sujet qui me fascine autant qu'il me terrifie, vieillir. Alors, je vous avais posé quelques questions sur les réseaux sociaux pour un petit peu comprendre vos peurs à vous, parce que vieillir, c'est un sujet qui, comme je vous l'ai dit, me terrifie beaucoup et qui est vraiment au cœur de conversations que j'ai souvent avec mes amis ou même avec ma famille sur justement comment bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire que de vieillir, et en fait toute cette peur qu'on a autour du fait de vieillir, qui est une peur, j'imagine, ancestrale. Et donc je vais vous parler d'un petit peu tout ce que j'ai trouvé, de comment aussi la société moderne, en tout cas, a changé notre façon de voir le fait de vieillir et comment est-ce que ces dynamiques ont un impact sur nous, sur notre quotidien, etc. Et je ferai ensuite un focus un peu plus précis sur ce que c'est que de vieillir queer, parce que vous avez été hyper nombreux justement à me parler de ça, avec forcément ma perspective sur le sujet et ce que j'ai trouvé aussi dans la littérature. Let's dive in. So let's dive in. Je pense que vous, comme moi, entendez souvent cette phrase profite, ce sont les plus belles années de ta vie. Vous l'avez sûrement aussi déjà entendu si c'est derrière vous, avec cette idée que la jeunesse est une sorte de Graal, un moment ultime dans la vie et unique, et que dans ce moment béni où on est censé être le plus heureux, le plus libre, le plus beau, etc., tout ça, on le voit partout, c'est pas simplement dans les discours des gens autour de nous, c'est dans la pub, dans le cinéma, dans la littérature. On a vraiment cette idée que la jeunesse est la période la plus prolifique de notre vie. C'est une période où on va être créatif, où on va être unique, on va être bien, où tout est absolument parfait et tout doit être parfait. Mais est-ce que cette idée ne deviendrait pas une pression gigantesque? Parce que si notre jeunesse est la période où on est censé être le plus épanoui, cela sous-entend qu'on est censé la réussir. La réussir comme on réussirait un pari, comme on réussirait un concours, un examen, alors que on est à peine sorti de l'adolescence, on ne connaît rien au monde, on ne connaît rien au monde du travail, on ne connaît rien au monde en général, on ne connaît pas très bien comment fonctionnent les relations. En fait, on connaît pas grand-chose. On nous répète à longueur de journée, travaille bien à l'école, mets de l'argent de côté, pense à tes parents, profite de tes amis, trouve-toi une passion. T'as pensé à ta retraite? Sors de ta zone de confort, investis, instruis-toi, voyage, fais des trucs que tu pourras pas faire quand tu seras trop vieux. Trouve l'amour de ta vie, mais profite quand même. Et surtout, profite. Mais en fait, j'ai le sentiment que cette injonction à profiter, vous voyez, le fait qu'on nous impose, qu'on nous dise il faut absolument que tu profites, eh ben ça sous-entend que passé ces belles années, il n'y aura plus rien de bien. L'avenir, l'âge adulte, n'ont aucune promesse pour nous. Profite maintenant, parce qu'après, il sera trop tard. Et c'est inquiétant de penser ça. Parce que du coup, on va grandir avec cette peur du temps, cette idée que chaque seconde mal utilisée vont être cumulées et vont nous mener vers une sorte d'échec existentiel, une vie ratée, parce que plus jeune, tu n'auras pas commencé à faire du sport pour être en bonne santé, à bien manger, à bien investir, à avoir des bonnes relations. Enfin, vous voyez toutes ces choses qu'on nous met dans le carcan sans vraiment qu'on sache si elles sont vraiment importantes pour nous. Ce sujet, il m'inquiète énormément, le sujet de bien vieillir. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire bien vieillir? Parce que, est-ce que c'est une réalité, vous voyez, pour tout le monde, que c'est quelque chose de sociétal, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de subjectif? On définit comment bien vieillir à notre échelle. Évidemment, comme c'est un sujet qui m'inquiète depuis longtemps, c'est un sujet sur lequel j'avais beaucoup de matière. Et une des premières choses que j'avais vraiment aimé sur le sujet, c'est un épisode de Arte qui s'appelle Peut-on grandir sans se trahir? Où justement dedans il parle du travail de la philosophe américaine Suzanne Neiman qui a justement très largement parlé du sujet. Et dans cet épisode, Suzanne Neiman, elle résume assez bien notre époque où justement elle dit que on nous demande de rester jeune tout en devenant réaliste. Et c'est exactement ça. On demande aux gens qui rentrent dans la vingtaine de profiter,
Mais en fait, ce qu'on veut vraiment leur dire, c'est que attention, bientôt c'est fini, donc il faut que tu sois quand même réaliste que derrière, ça va être moins fun. Et franchement, j'étais le premier à tomber pour cette propagande, j'étais le premier à vraiment y croire. Ça a été une pression de dingue. Quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, j'étais tellement angoissé de toujours faire les bons travails, de toujours faire les bons choix. Et je savais pas ce que c'était les bons choix parce que quand on sort d'études, on ne sait pas ce que c'est vraiment les bons choix. Euh, parce que parce qu'on n'en a jamais fait avant. Et pourtant, je suis rentré dans le monde du travail relativement jeune parce que j'ai fait de l'alternance. Et à chaque fois, je me disais, mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ça, nan. Et j'essayais de réfléchir à ma carrière, à ce qu'il y ait une logique, etc. Mon CV. Et c'était la même chose déjà en études. À chaque fois que je choisissais par exemple un majeur, vous voyez, une spécialisation. À chaque fois que j'allais faire un stage, etc., je me disais, là, il faut que tu réfléchisses parce qu'il faut qu'il y ait un vrai fil rouge dans ton CV, il faut que tout soit cohérent, il faut que ce soit logique, etc. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, on a cette idée que quand on se présente à un service RH pour une entreprise, c'est mieux d'avoir un CV qui est cohérent, vous voyez, une sorte de fil rouge qui expliquerait nos choix, etc. Mais il faut aussi comprendre que c'est OK de ne pas en avoir. Ce qui est important, c'est de savoir, entre guillemets, les justifier. Mais là, je suis en train de complètement dériver du sujet. Mais on nous met quand même énormément la pression pour avoir trouvé sa voie, avoir trouvé son couple, son corps, sa paix intérieure, etc. Alors qu'on vient de sortir de l'adolescence, qu'on ne sait rien, et on nous demande d'avoir toutes ces choses qui sont figured out, vous voyez, qui sont comprises, qui sont acquises, qui sont maîtrisées. Et en plus, dans cette période, c'est hyper dur de ne pas se comparer aux autres, sachant que on a des vitesses qui sont toutes différentes. Moi, par exemple, euh, quand je suis arrivé à Paris pour le travail, je me disais, mais oh là là, il y a des gens autour de moi qui ont déjà acheté, qui sont propriétaires. euh, et en fait, en plus de ça, généralement, quand on choisit ces référentiels pour se comparer, enfin, j'imagine que ça dépend des gens, mais on a plutôt tendance à se torturer en se comparant à ceux qui ont bien réussi, plutôt qu'en se comparant à ceux qui n'ont pas encore, vous voyez, réussi de la même manière. Sachant que aujourd'hui, aucun de mes amis proches n'est propriétaire, ou alors n'a trouvé le job de ses rêves, ou alors n'est dans un couple parfait. Vous voyez, enfin, rien n'est parfait, et surtout au-delà de ça, comparaison n'est pas raison. C'est les Américains qui disent ça souvent. Comparison is the thief of joy. La comparaison est le voleur de joie. Au passage, j'en profite pour faire un petit clin d'œil au vieux qui a dit que je parlais mal anglais dans les commentaires de mes vidéos YouTube. I see you, old fart. Et parfois, on va même se comparer par exemple à des influenceurs ou des créateurs de contenu en se disant mais comment c'est possible qu'ils aient cette vie-là à notre âge, qu'ils aient réussi autant, etc. Et il faut comprendre qu'on a des vitesses qui sont différentes, on a des privilèges qui sont différents, et ce qui fait que on ne peut pas se comparer, enfin il ne faut pas en tout cas se comparer aux autres parce que c'est vraiment démoralisateur. Et dans le même sens, vous pourriez vous dire, oui, donc c'est démoralisateur de se comparer aux gens qui ont mieux réussi que nous, entre guillemets, dans un registre, on va dire, très capitaliste de réussir, c'est gagner de l'argent, réussir sa vie, machin, etc. Mais, et on pourrait se dire justement à l'inverse que, si on se comparait à ceux qui ont moins réussi, on serait du coup plus heureux parce que on se concentrerait sur notre réussite propre. Sauf que ça ne nourrit pas votre amour-propre, ça nourrit votre ego. Et ça, c'est superficiel, c'est pas bon. Ça, c'est Elisa Ben Slimane qui le dit mieux que moi. Elle le dit notamment dans son livre, il faut observer sans absorber. Et en fait, cette comparaison, elle n'a qu'une seule issue, c'est la souffrance. Tôt ou tard, ce sera la souffrance. Et cette pression justement de bien vieillir, de réussir sa jeunesse, de trouver l'équilibre entre la cigale qui profite et la fourmi qui investit, moi, elle m'a épuisé, elle m'a démoralisé à tel point que au bout d'un an, au bout de 2 ans à peu près dans le monde du travail, j'ai dû commencer une thérapie parce que j'étais hyper angoissé par le fait de faire les bons choix. Est-ce que j'étais dans le bon travail? Est-ce que je faisais les bons choix? Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Est-ce qu'il fallait que j'investisse mon argent différemment? Est-ce qu'il fallait que je mette plus de côté? Il fallait que je profite plus? Vous voyez cet équilibre entre la cigale et la fourmi. Et vraiment, sur ce sujet, la thérapie et la littérature m'ont sauvé.
Les deux m'ont tellement aidé conjointement. Justement, après avoir vu l'épisode de Arte, Grandir sans se trahir, je suis allé regarder le travail de la philosophe américaine Suzanne Lehmann. Et justement, en 2014, elle a sorti un livre qui s'appelle Éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise. Dedans, elle explique qu'on vit dans une époque où on idolâtre la jeunesse, où vraiment, la jeunesse est au cœur de tout. C'est vraiment idolâtrer la jeunesse, ça peut pas être dit mieux. Et qu'on méprise, d'une certaine façon, l'âge adulte, que l'âge adulte serait une période de désillusion, une période, vous voyez, un petit peu terne dans l'existence. Elle montre dans cet écrit que la jeunesse est vraiment devenue une norme esthétique. Les corps jeunes sont considérés comme les plus beaux, les plus désirables, les plus dignes d'être montrés, et c'est vrai, c'est ce qu'on voit partout dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans la littérature, dans le cinéma. On a toujours ce truc de le corps jeune est idéalisé. Mais on se remet jamais en question en se disant, mais ça se trouve, il y a des cultures où c'est l'inverse. En fait, c'est le corps, par exemple, adulte, qui est plutôt idéalisé par rapport au cœur jeune, qui est peut-être pas encore mature ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, cette obsession pour la jeunesse, c'est quelque chose qui est culturel. C'est quelque chose donc qui est créé par nous, pour nous. Elle explique également que la jeunesse est vue comme une sorte de valeur sociale. Être jeune, c'est être perçu comme innovant, dynamique, adaptable. Et ça, moi, je sais que j'avais fait un atelier notamment sur l'amélioration du CV quand j'étais en études sup. Et justement, la dame qui nous avait fait l'atelier était géniale. C'était une dame qui était experte en sociologie. Et elle nous avait dit, de toute façon, vous n'avez pas besoin dans votre CV de vous présenter, quand on vous demande vos qualités, vous n'avez pas besoin de présenter que vous êtes quelqu'un de gentil, que vous êtes quelqu'un d'agréable, parce que les jeunes ont d'office une sorte de capital sympathie. Les jeunes sont considérés comme sympas. Et du coup, elle nous disait, si vous voulez être pris dans une entreprise, vous avez plutôt intérêt à miser sur des qualités qu'on n'attend pas chez les jeunes, c'est-à-dire rigoureux, sérieux, professionnel, vous voyez des choses comme ça, enfin des choses en tout cas qu'on ne va pas d'office attribuer à la jeunesse. En fait, cette idée de normes esthétiques et de valeurs sociales, elles s'inscrivent typiquement dans un modèle culturel où justement, les récits, les publicités, les fictions populaires, elles glorifient cette jeunesse. On a énormément de récits autour, par exemple, des premières fois, des énergies du début, vous voyez, c'est les débuts de relations, la spontanéité des jeunes, le fait que les jeunes innovent, le fait que les jeunes entreprennent, fassent plein de choses, etc. C'est vrai qu'on a quand même moins de récits, moins de contenu créé sur l'âge adulte. Alors qu'en fait, ça pourrait aussi être au cœur de notre culture. Et ça l'a sûrement été par le passé, ça l'est sûrement dans d'autres régions du monde. Mais aujourd'hui, en tout cas en Occident, la jeunesse est au cœur de notre modèle culturel. Et ce qui est inquiétant, c'est que si la jeunesse qui arrive si tôt dans notre vie est entre guillemets le point culminant de notre vie, ça veut dire qu'on va être sur la descente, on va être sur le déclin une fois que celle-ci s'épuise. Et en parallèle, l'âge adulte, il est radicalement dévalorisé. On nous présente ça comme une période de stress, une période de responsabilité écrasante. Vous voyez cette période de fatigue chronique et de désillusion. Du coup, on cultive, entre guillemets, cette idée dans l'imaginaire collectif que grandir, c'est devenir sérieux. C'est perdre sa magie ou, en quelque sorte, se résigner. Suzanne Lehmann, elle explique que cette idée, c'est une construction culturelle récente qui est justement amplifiée par le capitalisme de consommation. Parce que si vieillir est présenté comme une catastrophe, et bien dans ce cas-là, on peut vendre plus de crème anti-âge, plus de traitements, plus de cures de jouvence, du contenu sur comment ne pas vieillir, ou tout simplement des expériences pour rester jeune ad vitam aeternam. Sauf que cette illusion collective, elle a un coût. Et le coût, c'est que, typiquement, elle nous prive de modèles d'âge adulte qui sont épanouis et inspirants. On ne nous présente pas assez d'adultes comme modèles. Elle entretient l'idée que le pic de notre existence sera derrière nous assez tôt dans notre vie.
Et quand on est une personne queer, où typiquement on grandit avec peu de représentation et où on grandit souvent avec une période de notre vie de jeunesse qui est entre guillemets détruite par le fait de ne pas pouvoir assumer qui on est pleinement, ça amplifie, vous voyez, cette idée que l'horloge tourne, qu'il faut se dépêcher, etc. On ne sera pas jeune longtemps. En fait, parce qu'imaginons que on passe presque 20 ans de sa vie à cacher sa sexualité. À 20 ans, on décide de faire son coming out. On a cette idée qu'en fait, on ne pourra vivre que 10 ans. On ne sera que 10 ans à notre prime. C'est terrifiant. Et en plus de ça, déjà, les personnes queer sont, entre guillemets, absentes des récits mainstream, mais des représentations saines de l'âge adulte pour les personnes queer, elles sont quasi nulles. Et encore, quand on est un homme gay blanc, on a certains privilèges parce nous, on est all over the cinéma. Mais si on était une personne queer racisée, si on était lesbienne, trans, toutes ces personnes-là, elles n'ont aucune représentation saine de l'âge adulte. Déjà, elles n'en ont quasiment aucune de la jeunesse, mais alors l'âge adulte, c'est zéro. Donc là, on pourrait croire que Neyman, elle a fait une sorte de travail nihiliste où vraiment elle ne croit plus en rien et où elle décrit justement le fait de vieillir comme un drame, mais justement, elle réouvre la discussion et justement, elle explique son point de vue en disant que pour elle, l'âge adulte devrait être vu comme un espace où l'on peut aussi bien articuler ses idéaux avec la réalité sans les abandonner. C'est-à-dire que elle dit: grandir ne signifie pas renoncer à l'espoir, mais apprendre à le conjuguer avec l'expérience. Ce qui veut dire que typiquement, si tu as un rêve, c'est de comprendre dans quelle mesure est-ce que tu peux le réaliser avec les moyens et l'expérience que tu as. Il faut pas complètement perdre ses rêves, perdre ses idéaux, mais il faut garder justement, s'enrichir de ses expériences. Et cette idée, je la trouve particulièrement intéressante pour les personnes queer, parce que pour moi, cette réhabilitation, vous voyez, de l'âge adulte, elle rejoint un enjeu crucial pour notre communauté, c'est qu'il va falloir imaginer des vies queer longues, riches, épanouissantes, complexes, où justement, la maturité n'est pas synonyme de renoncement, de déclin, d'abandon, mais plutôt d'une puissance tranquille, d'une sagesse. En faisant mes recherches, j'ai trouvé que, typiquement, vieillir, une des premières choses que l'on voit, c'est qu'on le sent par le corps. Alors, c'est pas forcément d'un coup, c'est pas forcément, vous voyez, une grande révélation, mais c'est plutôt par petites touches. Il y a un matin où on va se dire qu'on se remet moins bien de la cuite de la veille ou de la nuit blanche de la veille. On va aussi remarquer une nouvelle ride qu'on n'avait jamais vue. On va prendre un petit peu plus de temps à se remettre d'une blessure qu'on s'est faite. Ou alors on a un petit peu plus mal au dos au réveil. Ou alors on va se lever d'un pique-nique et on va avoir un petit peu mal aux genoux après être assis longtemps. Oui, je vous parle d'expérience. Et ça, bien évidemment, ça dépend aussi du niveau de connexion avec votre corps que vous allez avoir. Parce que certaines personnes ne s'écoutent pas du tout. Et donc vont, vous voyez, continuer à vivre, vont continuellement vivre la tête dans le sable, un petit peu dans le déni. Et elles vont justement avoir ce choc un jour de waouh, là j'ai pris un coup de vieux de dingue, parce qu'avant ça, ils n'ont jamais pris le temps vraiment de s'écouter. En plus justement de ces signaux internes, il y a aussi le regard des autres qui change. Et justement, dans une société où, comme je vous le disais, on est obsédé par la jeunesse, on est obsédé par la police, le corps tonique, pas la police, la peau, plus loin, lisse. Les corps toniques, vous voyez, le physique jeune, quoi. Et en fait, chaque signe du temps devient suspect, devient une inquiétude, vous voyez, un red flag. Et justement, tout ce qu'on voit dans les pubs, dans les vidéos, dans le contenu, c'est un petit peu du comment prévenir le vieillissement, comment faire en sorte de ne pas vieillir, comme si vieillir était une maladie, alors que c'est naturel. On nous apprend à se maquiller pour cacher les cernes, à mettre des crèmes toujours plus puissantes. Et typiquement, le cinéma est vraiment imprégné de cette idée que vieillir, c'est pourrir. On voit ça très largement, par exemple,
dans American Horror Story. On voit la suprême, la chef des sorcières, qui va faire énormément de choses horribles pour rester jeune, pour rester la suprême, pour rester la plus forte. Et c'est aussi ce qu'on a vu plus récemment dans le film The Substance, où justement, le corps vieillissant est filmé un petit peu comme une sorte de menace, une déchéance qu'il faut conjurer à tout prix. Dans le film, si vous ne l'avez pas vu, l'héroïne, qui est une star déchue, en vient à s'injecter une substance qui rend son corps plus jeune. Et en fait, la logique du film, elle est assez claire. Vieillir, c'est perdre sa valeur sur le marché, perdre sa valeur humaine. Et justement, cette peur, elle est amplifiée visuellement par des gros plans qui sont presque horrifiques, vraiment dans le film, sur les signes de l'âge, comme si la ride était une blessure, une maladie, et comme si justement ce relâchement du corps, le fait de vieillir, était une faute morale. Mais je pense qu'il est important aussi de mettre en lumière des récits qui racontent une histoire complètement différente. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder un film qui est beaucoup plus tendre et qui raconte justement le vieillissement comme une forme de continuité et pas comme une chute, pas comme une perte. Et typiquement, le film que je vous recommande s'appelle Nomadland. C'est un film de Chloé Zhao qui est sorti en 2020, où justement, on suit une femme qui, après avoir tout perdu, décide de réinventer sa vie sur la route. Et justement, dans ce film, les marques de l'âge ne sont pas gommées, ne sont pas effacées, elles sont intégrées à son visage, à son corps, comme une sorte de mémoire visible des étapes, des expériences passées. Et justement, il y a des plans qui sont hyper beaux parce que on y voit ses mains, on y voit ses rides, on voit parfois la lenteur dans ses gestes, avec une douceur qui nous dirait presque c'est pas la fin. Vieillir, ce n'est pas la fin, c'est une autre forme de liberté, c'est une étape différente de l'existence. Parce que pourquoi est-ce qu'on devrait voir chaque changement physique lié à l'âge comme une perte? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas justement voir ces marques comme la carte de ce qu'on a vécu? Vous voyez, une sorte de carnet où on garderait un tampon des épreuves de notre existence, comme un journal silencieux de notre histoire inscrit sur notre peau. Et en fait, il y a une vraie question autour de la glorification des adultes, par exemple. Parce que à l'inverse, même si l'âge adulte n'est pas glorifié, par exemple dans la communauté queer et notamment dans la communauté gay, on a vraiment une glorification autour du daddy, des daddy issues. Et cette glorification justement de l'âge adulte, parfois elle mène à des écarts d'âge dans les relations qui ne mènent pas toujours à de belles choses. Mais ça pourrait être l'objet d'un autre épisode parce que c'est vraiment un sujet à part, je pense, et très complexe. Mais comme je vous le disais, la peur du vieillissement, elle n'est pas universelle, elle n'est pas la même partout. Alors ça, je vous avoue que je suis mitigé, parce qu'en fait, j'ai trouvé pas mal de trucs sur le sujet, où justement, il disait que dans certains pays d'Afrique, en Corée et au Japon, les cheveux blancs étaient associés à la sagesse, au respect, etc. Et en fait, je me permets de douter, là-dessus parce que pour moi, aujourd'hui, la majorité du monde a été impactée par le capitalisme et justement notre modèle de vie. Vous voyez, avec vraiment la mondialisation. Ce qui fait que pour moi, parce que, quand j'ai fait ces recherches où justement il disait qu'au Japon et en Corée, c'était hyper bien vu d'avoir des cheveux blancs. Je me suis dit quand même, ces pays-là, c'est les premiers à faire énormément de skincare pour pas vieillir, à faire hyper attention à leur peau, etc. Et certes, mais je veux dire, en France aussi, par exemple, avant, on respectait énormément les anciens, etc. Et je pense que ça, c'était mondial. Et typiquement, si on se dit que notre société a, entre guillemets, inventé cette peur de vieillir, nécessairement, on peut se dire qu'elle peut la déconstruire, qu'elle peut l'annuler. Et justement, assez récemment, en préparation de cet épisode, j'ai parlé autour de moi avec les personnes qui étaient un petit peu plus âgées de mon entourage, et j'ai eu un récit qui m'a fait trop plaisir. En parlant avec un ami, il m'a dit « Ma trentaine, ça a été la plus belle période de ma vie ».
Et c'est rare d'entendre ça. On entend rarement ce genre de choses. Parce que soyons honnêtes, on entend souvent que la trentaine, c'est une période hyper difficile. Où justement, c'est la période où on doit se réaliser à tout prix. Parce que l'horloge tourne, il faut vraiment faire vite. Moi, je m'en rends compte, par exemple, à mon travail, il y a énormément de trentenaires. Et par exemple, les filles qui sont célibataires à 30 ans, elles me disent tout le temps, oh là là, faut que je trouve un mec à tout prix, des choses comme ça, avec vraiment cette idée que après il sera trop tard. En sociologie, cette injonction à se réaliser à travers le couple, la famille, etc., c'est un élément qui est central et qui est central justement dans ce que Erving Goffman appelait la mise en scène de soi, où justement il explique que avoir une famille, avoir des enfants, c'est une sorte de signe social de réussite, que c'est une sorte, vous voyez, de carte, de panneau publicitaire de j'ai réussi, de respectabilité, de normalité. Parce que nécessairement, ne pas cocher ces cases, ce serait risquer d'être perçu comme inachevé, comme être passé à côté de la vie. Et justement, cette norme, elle est d'autant plus forte qu'elle s'adosse à ce que la psychologue américaine Bella De Paolo appelle le singlisme, où justement elle explique qu'il y a une stigmatisation implicite ou explicite des personnes célibataires, où justement on va les décrire comme égoïstes, immatures, ou vouées à le devenir. Cette injonction qu'on a à se réaliser et à notamment se réaliser à travers le couple ou alors la famille nucléaire, c'est quelque chose qui est illustré en sociologie et notamment dans le travail de Erving Goffman. Erving Goffman, il parlait de la mise en scène de soi. Cette idée que la famille, et la famille notamment avec des enfants, est une sorte de signe social de normalité, de réussite, de respectabilité. Et que justement, à ce titre, ne pas cocher ces cases de normalité serait vu comme une sorte d'échec, quelque chose d'inachevé ou comme quelqu'un qui serait passé à côté de la vie. Erving Goffman, il en parlait déjà en 1956 dans La mise en scène de la vie quotidienne, où justement il explique que toutes nos interactions sociales sont organisées comme des performances, comme une sorte de script où on jouerait des rôles qui seraient selon un scénario attendu par la société. Et typiquement, ce script, ce scénario, il est d'autant plus fort. euh, et typiquement, ce scénario, cette norme, ce script, il est d'autant plus fort qu'il s'adosse à ce que la psychologue américaine, Bella De Paolo, ce que la- à ce que la psychologue américaine Bella De Paolo appelle singlism, le singlisme, ou le fait d'être célibataire, qu'elle illustre en 2011. Donc Bella De Paolo, elle a forgé ce terme de singlism dans Singled Out, How Singles Are Stereotyped, Stigmatized and Ignored and Still Live Happily Ever After. Où justement, elle explique comment les personnes célibataires subissent énormément de stigmatisation implicite ou explicite parce qu'on aurait ce biais de penser que les personnes célibataires vont être égoïstes, malheureuses, immatures ou vouées à devenir une de ces trois ou même ces trois caractéristiques. En fait, dans cette perspective, la solitude n'est jamais vue comme un choix, mais toujours comme quelque chose d'une part à éviter, mais aussi de subi.
Justement, dans ses recherches, De Paolo, elle montre que la solitude est rarement perçue comme un choix, mais plutôt comme un défaut à corriger, ce qui renforce le poids normatif du couple. Et ça j'en ai fait l'observation assez récemment parce qu'on est parti à la montagne avec ma famille. Et en fait, il y a une dame qu'on voit tout le temps, mais depuis qu'on est tout petit. Et en fait, je voulais savoir si elle avait des enfants, un mari, etc. Et j'ai posé la même question à ma mère en lui disant: Ah, est-ce que cette dame, elle est vieille fille? Et en fait, ma mère me dit: Ah, mais faut pas dire ça, j'aime pas ce terme. Et en fait, j'ai réalisé qu'elle a vraiment raison, parce que le terme vieille fille, il sous-entend que cette dame aurait pas réussi sa vie. Vous voyez, c'est un terme qui est hyper péjoratif, alors qu'en réalité, elle a sûrement fait le choix d'être célibataire. Et après coup, je me suis dit déjà, bon, c'est un petit peu voyeuriste, vous voyez, de ma part, un peu de la curiosité malsaine, mais bon, bah, je suis quelqu'un de curieux, donc c'est vrai que j'avais envie de savoir, bon, j'étais curieux, mais c'est pas bien. Mais après coup, après réflexion, je me suis dit, en fait, je suis presque plus admiratif de cette dame parce que, vous voyez, elle est née à l'époque de mes parents, donc dans les années 70, et à l'époque, s'affirmer, genre, comme quelqu'un qui veut être seul ou comme quelqu'un de queer, ben c'est quand même particulièrement difficile. Et donc, le fait qu'elle ait décidé de ne pas rentrer dans la norme, de ne pas choisir un mari par dépit, et ben je trouve que c'est une belle preuve de force de caractère. Et ça, j'avoue que je suis assez admiratif. Surtout que aujourd'hui, intellectuellement, on sait qu'il existe d'autres modèles de vie. Typiquement, ben, on pourrait vivre avec son ou sa meilleure amie, ou vivre, vous voyez, dans des communautés choisies. Je sais que par exemple, il y a énormément de micro-communautés queer qui cohabitent, entre guillemets, sous le format, vous voyez, village, presque de paysans traditionnels, collaboratifs et un petit peu communistes. Mais il y a aussi, vous voyez, de nouveaux formats polyamoureux, ou même tout simplement des familles queer qui redéfinissent ce que c'est vraiment que d'être une famille dans la norme classique de ce que l'on entend. L'inconvénient, c'est que notre imaginaire collectif, il est saturé d'images où justement la sécurité affective et sociale passe uniquement par le couple monogame avec des enfants. Et c'est un petit peu là le piège parce que ce modèle, en fait, ben, il est unique face à toute la complexité des individus qui existent dans le monde. Et en fait, c'est hyper réducteur. Et c'est réducteur pour beaucoup. Et c'est aussi ben, terriblement rassurant pour beaucoup de gens. Et je pense pour beaucoup de gens hétéros parce que d'une certaine manière, ce modèle de euh, il faut avoir des enfants, il faut se marier, machin, etc. Et ben, ça structure la vie de beaucoup de gens parce que ça offre un scénario clair avec des étapes pour se dire, bah voilà, c'est ça réussir sa vie. Là où, si on n'avait pas, vous voyez, cette structure culturelle de société, etc., peut-être que les gens auraient tous des parcours de vie uniques parce qu'on aurait beaucoup moins ce truc de réussir, c'est ça. Parce que d'une certaine manière, remettre en question ce scénario de vie, ce truc de il faut se marier, il faut avoir des enfants, ben, c'est aussi se confronter à de l'incertitude, à un modèle de vie qui est peut-être plus difficile parce que ou moins bien vu ou plus complexe. En fait, c'est vraiment se confronter à la page blanche, au fait de c'est moi qui décide, c'est moi qui écris tout de A à Z. Une chose, moi, qui me plaît beaucoup dans vieillir, c'est le fait de gagner en expérience. Et c'est ça que je vois du coup dans le fait de vieillir, c'est que pour moi, vieillir, ce n'est pas forcément tout perdre, ou même perdre au sens large, mais c'est vraiment gagner et gagner en expérience. Et ça, je trouve qu'on ne nous en parle pas assez. Mais moi, une chose que j'adore, c'est que je le vois à travers les modèles que j'ai autour de moi, vous voyez, ma grand-mère, mes parents, etc. C'est que j'ai le sentiment qu'en vieillissant, on a beaucoup moins le besoin de plaire à tout le monde. Et ça résonne pas mal avec l'épisode justement de People Pleasing, parce qu'en fait, quand on vieillit, on se libère un peu de cette pression de dire oui à tout. Et en fait, du coup, on n'a plus besoin, enfin, on sait dire non. On sait où mettre notre énergie, peut-être parce qu'on en a moins. Donc, on sait qu'on veut l'économiser ou l'utiliser en tout cas plus raisonnablement, ne pas la gaspiller avec des choses futiles ou des choses qui nous embêtent. Et j'ai ce sentiment que apprendre à dire non, c'est vraiment une des forces de l'âge adulte et c'est une des forces de vieillir. Puis au-delà de ça, on connaît mieux nos goûts, on connaît mieux nos limites, on connaît mieux nos envies. Par exemple, on va arrêter de se forcer
à voir des gens qu'on n'a pas envie, à aller des soirées où on voulait pas aller, à rire des blagues qui ne nous font pas rire. Moi, je sais que quand j'ai commencé dans le monde du travail, je me forçais à rire aux blagues hyper lourdes de mes collègues, etc. Et en fait, ça a été à la fin de ma première année d'alternance où j'étais en mode, mais en fait, non, la blague, elle me fait pas rire, bah je vais pas rire. Et ça, j'en suis vraiment content parce que à la fois, c'est pas quelqu'un d'âgé qui me l'a appris, c'est ma meilleure pote qui a le même âge que moi, mais c'est quelque chose que j'ai appris en vieillissant. Et donc ça, j'en suis hyper reconnaissant. En discutant avec Elisa Ben Slimane, d'ailleurs, je vous invite vraiment à lire son livre De la survie à l'alchimie. Elle me disait que justement, ben, elle vit hyper bien son âge adulte, sa quarantaine, parce qu'elle a vraiment le sentiment qu'elle a commencé à vivre pour elle-même. Et moi, j'ai trouvé ça trop beau parce que je me suis dit, ça veut dire que vieillir aussi, c'est un petit peu une libération de ce scénario qui nous enchaîne tous et qui, pour beaucoup, peut être vraiment une importante source d'angoisse. Et pour moi, le premier. En fait, on a peut-être en vieillissant moins l'angoisse de rater sa vie parce qu'on se dit, ben, de toute façon, j'ai mis tellement les pieds dans le plat que... Je pense qu'aussi, en vieillissant, on se libère un peu de cette idée que réussir sa vie, c'est que d'une certaine manière. Et alors ça, c'est un sujet que j'ai trouvé hyper intéressant et sur lequel vraiment je rejoins énormément la vision de la sociologue. C'est Cécile Van Velde dans Devenir adulte qui montre que aujourd'hui, ben, la jeunesse, elle s'allonge, elle se complexifie. Et ça, c'est vrai parce que avant, enfin, vous voyez, moi, mes grands-parents, ils sont devenus parents à mon âge, quoi, quasiment. Moi, ma grand-mère avait déjà un enfant euh, en bas âge, avait déjà un enfant presque deux à mon âge. Ma cousine, pareil. Et ma mère, non, pas encore. Ma mère, elle a eu son premier enfant à 27 ans. Et du coup, aujourd'hui, j'ai le sentiment que la jeunesse devient beaucoup plus longue parce qu'en fait, à la fois, on nous demande de devenir adultes de plus en plus tôt. Enfin, aujourd'hui, les ados, enfin, j'ai le sentiment que les jeunes de 16 ans, on leur met une pression de dingue sur choisir leur filière, choisir le reste de leur vie, alors qu'à 16 ans, t'as rien vu du monde du travail, t'as rien vu du monde entier en fait. Comment tu peux choisir un métier, une filière ou quoi que ce soit? Ça d'ailleurs, si vous êtes au lycée et que vous écoutez ce podcast, croyez-moi, enfin, mon conseil serait de choisir des matières ou des filières ou des sujets qui vous ouvrent le plus de portes. Parce que vous voyez, moi, c'est un choix que j'ai fait et que je ne regrette vraiment pas parce que j'ai pris des trucs qui à chaque fois m'ouvraient plus de portes. Parce que je savais que j'étais un éternel indécis et que j'étais quelqu'un qui allait être voué au changement. Je savais que je suis quelqu'un vraiment de... euh, en perpétuel mouvement. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, je travaille quasiment, on va dire, dans la fonction publique, mais je ne sais pas si l'an prochain, je ne serai pas maître nageur ou instituteur. Enfin, en fait, je suis vraiment ouvert à tout parce que je sais que il y a des choses qui m'amusent un temps et j'ai envie de passer à autre chose. Et en fait, je trouve que parfois, quand on nous demande de faire des choix très jeunes, et notamment au lycée, eh ben, on se ferme des portes là où en fait le lycée devrait justement nous en ouvrir. Et cette jeunesse, elle s'allonge aussi parce que j'ai le sentiment que on se libère un petit peu de nos impératifs familiaux et de cette pression de faire des enfants jeunes, de faire machin. Et vous voyez comme on est aussi des générations qui sont peut-être un petit peu moins religieuses. En tout cas, je pense pour les personnes qui sont catholiques, un petit peu moins, qui ont grandi en tout cas dans un modèle catholique, et même les personnes athées, on a un petit peu moins de pression familiale, religieuse, etc. Donc on va se marier moins jeune, on va avoir des enfants moins jeunes, et du coup ça fait que bah, la jeunesse, elle va de 16 à 35. Et en fait, ce qui est assez agréable, parce que c'était pas le cas il y a 40, 50 ans, quoi. Justement, dans Devenir adulte, elle explique que on ne devient plus adulte à 18-20 ans comme avant, mais plutôt à 30, parfois 40, et que même certaines personnes ne deviendront jamais adultes. Et alors ça, vous savez quoi?
Et ça, vous savez quoi? Eh ben, c'est pas un problème. On a souvent cette idée que les personnes qui restent des enfants toute leur vie, c'est vraiment un problème. Eh ben, moi, je pense pas. Attention, je m'explique. Parce que vous allez me dire, oui, mais moi, mon père, c'est un énorme gamin, c'est insupportable. Eh ben, ça, je suis d'accord. Si vous êtes responsable de certaines personnes, vous voyez, si vous allez avoir des enfants et que vous êtes éternellement un adulte et que vous êtes du coup un adulte irresponsable, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien parce que ben vous aidez pas vos enfants n'ont pas choisi d'être mis au monde et si vous décidez de les mettre au monde, il faut faire en sorte que ce soit dans les meilleures conditions, en tout cas les conditions qui leur permettent de s'élever le plus possible, mais pas de s'élever en société, c'est vraiment de grandir en étant heureux. C'est ça que j'entends par s'élever. S'élever, vous voyez, en vibration, vous voyez, en longueur d'onde. Là, je vais parler aux gens spirituels un peu. Mais si vous décidez que vous aimez l'enfant que vous êtes et que vous voulez vivre votre vie comme un enfant adulte, mais sans avoir de responsabilité, eh bien, soit faites-vous kiffer. Moi, je sais que ma cousine m'a récemment dit que une de mes qualités principales, c'était que j'étais vraiment bien connecté à l'enfant qui était en moi. Et franchement, bah, j'en suis content. Et je pense que ça nous touche aussi beaucoup, les personnes queer, parce que, vous voyez, il y a un peu ce truc de... l'enfance est une période assez sombre pour les personnes queer, l'enfance et l'adolescence, parce qu'on est conscient qu'on n'est pas dans le moule, mais c'est difficile de mettre le doigt dessus, parfois on est un petit peu discriminé, etc. Et en fait, ben, toutes ces souffrances de l'enfance, après je pense que on souffre tous hein, dans l'enfance d'une manière ou d'une autre, et ben je trouve que c'est se rendre justice que de chérir l'enfant qui est en nous. Euh, c'est peut-être un peu... Je vais rentrer un peu dans le deep, mais c'est vrai que parfois, je j'aimerais tellement pouvoir remonter dans le temps pour pouvoir... J'ai les larmes aux yeux. Euh, pour pouvoir, vous voyez, prendre soin de l'enfant que j'étais. De cet enfant qui a vraiment, cet enfant queer qui a vraiment souffert de la solitude, du fait de s'identifier à personne et d'être, vous voyez, en dehors du moule. C'est aussi, je pense, pour ça qu'aujourd'hui, je cultive un petit peu cet amour de mon enfant intérieur, parce que je pense que c'est lui rendre justice d'une certaine manière. Et par exemple, il y avait un gros sujet pendant une période sur les Disney adults, vous voyez, les adultes qui aiment Disney et où justement ben, beaucoup les trouvaient super gênants et ils ont reçu pas mal de, vous voyez, un peu de backlash où ils se faisaient ben, énormément critiquer de vagues de haine, etc. Mais j'ai pas trouvé d'études sur le sujet, mais je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, il y en a. Ces personnes qui justement revivent et restent énormément connectées à leur enfance, c'est des personnes qui ont vécu des traumatismes et qui s'attachent à cette enfance parce que pour eux, c'est une manière de revivre ce qu'on leur a dérobé. Et du coup, je pense que pour moi, bien vieillir, c'est se rester connecté à l'enfant qu'on était. Il y a pas mal de vidéos, vous voyez, de développement personnel. Je sais que les gens en ce moment critiquent énormément le développement personnel, mais il y a des choses qui sont bonnes dans le développement personnel. Justement, dans certaines vidéos, ils disent, il y a deux personnes à qui tu dois tout, c'est l'enfant que tu étais et le vieillard que tu seras. Et justement, ben, je pense que bien vieillir, c'est respecter l'enfant que tu étais, c'est-à-dire le rendre fier, le rendre heureux, lui faire faire des choses qui te font plaisir. Et à la fois aussi, ben, la même chose pour le vieillard. Est-ce que le vieillard que tu seras, quand il se retournera dans le passé et qu'il regardera derrière, il se dira, bah là j'ai bien agi, là j'ai fait les bonnes choses, là j'ai fait les bons choix, sans que ce soit, vous voyez, imposé par la société, mais est-ce que j'ai fait les bons choix pour moi sans être égoïste, mais les bons choix pour moi, pour ma famille, pour les gens que j'aime, etc. Et aussi, une bonne manière d'aborder, vous voyez, un petit peu le développement personnel, c'est de considérer qu'il y a un enfant qui vit en nous et de traiter l'adulte que nous sommes ou la personne que nous sommes comme un enfant. Si vous voyez que vous êtes fatigué, si vous étiez en charge d'un enfant, vous lui diriez d'aller dormir. Eh bien, c'est la même chose avec vous. Si vous sentez que vous êtes fatigué, prenez une sieste, prenez le temps, chérissez-vous comme vous devriez chérir un enfant. Parce que je sais pas, j'ai le sentiment que au lieu de courir après une jeunesse éternelle, on aurait peut-être plus intérêt à courir après le bien vivre, après une vie douce, une vie de paix, une vie ajustée, une vie de liberté.
Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vieillir, c'est pas forcément une ligne droite. Vous voyez, une ligne droite qui descendrait ou qui monterait. Les plantes ne sont pas en fleurs toute l'année. C'est ok d'avoir des périodes où on se développe moins, où on vieillit moins bien, mais c'est un petit peu comme la méditation, quand des pensées émergent, etc. Il faut essayer de revenir, vous voyez, à cet état de je veux m'améliorer. Et c'est la même chose, je pense, avec le fait de bien vieillir. C'est ok d'avoir des périodes où on fait la fête beaucoup, où on profite, où on fait pas les bons choix, mais c'est aussi important de trouver des moments dans sa vie où on arrête de faire du mouvement dans l'eau pour pouvoir voir clair au fond du lac. Alors comme vous l'avez compris, je pense dans l'épisode, vieillir quand on est queer, c'est assez différent de vieillir quand on est hétéro. Et pourtant, on en parle quand même relativement peu, très peu dans les médias, très peu dans le cinéma, très peu dans la littérature, etc. Et ça, c'est tragique. En plus de ça, j'ai le sentiment que les rares figures queer âgées qu'on voit dans les médias, elles sont assez seules, assez invisibilisées ou très souvent stigmatisées. Il y a un peu cette peur spécifique aussi qu'on nous a transmise un petit peu sans la nommer, ou d'un futur, vous voyez, où on serait trop queer, trop seul et trop vieux. Moi, je me souviens que pendant longtemps, je me disais que passé 30 ans, si j'avais personne, ma vie était finie, il fallait absolument que je trouve quelqu'un avant 30 ans. Et ça, je pense que c'est parce qu'on n'a pas grandi avec des modèles d'amour qui sont rassurants, mais on peut trouver l'amour à 30 ans, comme à 40, comme à 50. Déjà, d'une part, on a quand même assez peu de modèles d'amour queer joyeux, sain, diversifié. On voit très peu de corps queer s'épanouir dans le temps. Peu d'histoires queer qui finissent bien ou pas dans le secret ou dans la honte ou la solitude. Et typiquement, cette absence de modèle, c'est un facteur d'angoisse et c'est un facteur d'angoisse pour beaucoup de gens. En sociologie et en psychologie sociale, c'est un phénomène qui est vraiment documenté où justement on explique que l'absence de représentation positive, elle, nourrit l'angoisse et l'autocensure. Et justement, c'est la chercheuse Meg John Barken qui l'écrit dans Queer: A Graphic History. Elle dit: When you grow up without visible, diverse queer elders, it becomes harder to imagine your own survival. Et c'est vrai, quand on grandit sans modèles âgés qui sont visibles, qui sont diversifiés, qui sont queer, c'est difficile d'imaginer soi-même sa propre survie, parce qu'on n'a aucun exemple. Et comment pourrait-on se projeter dans un monde où on est invisible, dans un monde où on nous montre pas ce qu'on pourrait devenir? Et justement, le psychiatre Erik Erikson, dans sa théorie des stades psychosociaux, il insiste sur l'importance des modèles d'identification à chaque étape de la vie. Pas simplement à l'âge adulte, pas simplement à la jeunesse, où justement il explique que sans eux, la construction identitaire, elle est beaucoup plus fragile et que du coup, l'avenir devient flou. Je me souviens plus de la stat, mais il me semble que avoir un parent acceptant ou vous voyez un parent modèle d'ouverture améliore l'épanouissement des enfants à 40%. Alors ça, je me souviens plus de la source, il faudrait que je la retrouve, je vous la mettrai dans l'épisode prochain. Mais j'avais vu quelque chose comme ça où il disait justement, ben, soyez ce parent pour les enfants autour de vous. Mais sans forcément que, enfin pas parent au sens parent biologique, mais vous voyez, enfin, moi par exemple, je sais que tous les enfants que je fréquente dans ma vie, vous voyez mes petits cousins, etc., j'essaie de justement leur inculquer, même si franchement il n'y a vraiment pas besoin parce que ça a été super bien fait, mais inculquer la possibilité d'être queer parce que s'ils le sont, ils auront cette chance-là, justement, de se sentir beaucoup plus à l'aise. Donc soyez cet adulte. Je pense aussi que c'est difficile de vieillir queer sans se heurter au récit social qui est pensé par et pour les hétéros. Vous voyez cette vision classique de l'âge adulte du couple hétéro-cis, stable, mariage enfant, crédit immobilier, barbecue, retraite, la ligne droite classique. Euh, pour nous, en fait, cette ligne, elle est beaucoup plus sinueuse, elle est parfois invisible et en fait, je pense que c'est important de comprendre que on n'est pas obligé de reproduire ce schéma et qu'on a la
à la fois la chance et la malchance de devoir la dessiner nous-mêmes. Et justement, c'est Julia Seriano dans Weeping Girl, qui est sortie en 2017, qui explique que euh, queer people are constantly forced to be creative with the way they envision their futures. Les personnes queer, on a constamment besoin d'être créatif avec la façon qu'on a d'imaginer notre futur. Et cette créativité, elle est à la fois inquiétante, mais aussi elle est belle. Elle est, euh, certes, c'est épuisant de se dire qu'on va devoir tout créer, mais à la fois, on a une liberté qui est énorme. Et je comprends que parfois on aimerait juste exister et que notre existence soit plus simple sans avoir, vous voyez, à réinventer la roue, réinventer la famille, etc., sans devoir prouver encore et encore que notre vie est valable, qu'elle vaut la peine d'être vécue. Mais à la fois, on a cette liberté et il ne faut pas qu'on l'abandonne pour des schémas qui ne respectent pas toujours la complexité de notre identité. Là où moi je suis assez content, c'est que je trouve qu'il y a quand même quelques nouvelles illustrations de ce que c'est que vieillir en étant queer. Je vous en ai déjà parlé, mais justement l'épisode 3 de la saison 1 de The Last of Us qui montre un couple gay qui vieillit, qui sont déjà âgés mais qui vieillissent ensemble. Donc ça c'est des représentations positives. C'était pas très diversifié, mais c'était déjà les premiers entre guillemets à faire ça. Et du coup, j'ai cherché à me renseigner et en littérature, il y en a plein d'autres. Moi, je vous conseille un portrait qui est assez similaire où on voit des personnes queer vieillir ensemble, qui est Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers, où justement on voit des figures marginales qui tissent des liens assez inattendus. Il y a aussi une lecture que j'ai adorée qui s'appelle Swimming in the Dark de Thomas Jedrowski, qui justement imagine la survie d'amour queer à travers le temps. Donc ça, c'est vraiment euh, hyper fort pour la communauté. Justement, ces représentations, il faut comprendre qu'elles ne font pas que raconter, elles ouvrent la possibilité à des personnes comme vous et moi de se projeter, de se voir, et ça réduit notre stress minoritaire. Parce qu'on a la possibilité de se dire, c'est possible d'être heureux, c'est possible de vieillir, c'est possible d'être queer et d'être âgé. Quand j'ai fait le sondage, beaucoup d'entre vous m'ont parlé de la peur justement de vieillir seul et je la comprends. Mais moi aussi, hein, évidemment que j'ai peur de vieillir seul, mais je pense que là aussi, il y a une question d'intention. Est-ce que vous avez peur de vieillir seul parce que vous avez peur justement d'avoir raté votre vie, auquel cas, ben, vous vivez dans la peur, ou est-ce que vous avez peur de vieillir seul parce que vous avez peur de manquer d'amour? Et ça reste quand même de la peur, mais vous voyez, c'est quand même un petit peu plus facile à gérer, on va dire. Parce que si vous avez peur de vieillir seul et de manquer d'amour, de plus avoir de proches, et bien justement, vous pouvez dès aujourd'hui commencer à cultiver autour de vous des amitiés fortes, de l'amour dans des personnes qui sont en dehors de votre couple ou même dans votre couple pour pouvoir justement se dire eh bien, je vais vieillir avec ces gens, je vais construire des relations durables dans le temps qui font que je ne vieillirai pas seul. Et il faut aussi, je vous en supplie, déconstruire cette idée que euh, quand on est gay, on va vieillir seul. C'est pas vrai. Si vous voulez trouver quelqu'un avec qui vieillir, vous le trouverez, je vous l'assure. Et la vérité, c'est que la solitude, elle est beaucoup moins mise en avant dans les médias, forcément, parce qu'elle est moins marketable, on va dire, dans les normes que l'on attend. Mais il faut savoir que c'est la réalité aussi pour beaucoup de personnes hétéros. Il y a beaucoup de personnes hétéros qui finissent leur vie seules. Alors, peut-être moins que les personnes queer, mais il y en a quand même. Donc c'est pas un échec moral, c'est une réalité humaine. Et c'est ça justement qui devrait nous pousser à créer de nouveaux modèles de solidarité. Vous voyez, il y a des colocations intergénérationnelles, des colocations queer, des lieux de vie autogérés, des écolieux, des projets d'habitat LGBT, enfin, des projets d'habitat queer, seniors en France. Typiquement d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle les Audacieuses, qui sont vraiment pour moi des laboratoires vivants, des laboratoires à cœur ouvert où s'inventent d'autres manières de vieillir et d'autres manières de vieillir ensemble, queer et en communauté. Ce qu'il faut comprendre aussi, et ça c'est un petit peu la partie moins sympa, c'est que
la communauté queer, on a un héritage assez lourd, puisque une génération de personnes queer qui auraient pu être nos modèles a été décimée par l'épidémie du VIH-Sida dans les années 80-90. Et ça, typiquement, ça nous a fait perdre énormément d'artistes, de penseuses, de militants, d'amis, d'amants, de modèles qui sont morts trop tôt et qui ont été surtout oubliés. Et ça, le sociologue Didier Héribon, il le rappelle dans Retour à Reims. Je vous en avais parlé, je crois, dans l'épisode dernier, qui explique que justement, cette génération qui a été doublement effacée à la fois par la maladie et par l'indifférence, nous, aujourd'hui, on ne peut pas hériter du bagage culturel qu'ils auraient pu représenter. On grandit avec ce vide et, et c'est un deuil qui, entre guillemets, ne dit pas son nom, vous voyez? Parce que, moi, j'ai la sensation vraiment qu'il nous manque une partie de notre histoire. Et on ne peut pas avoir cette continuité. Donc c'est à nous, vous voyez, d'une part porter leur mémoire, et puis aussi, surtout, de créer ce qu'ils n'ont pas eu la chance de nous transmettre. C'est pour ça que c'est important de lire les textes, de regarder les films et de vraiment écouter ces voix qui ont été invisibilisées, qui ont été complètement oubliées, en racontant justement leur histoire. Et si ça vous intéresse, je vous en supplie, dites-le moi, mais je pense que je suis quasiment sûr que je ferai un épisode là-dessus, vraiment dédié à toutes ces voix oubliées, à cette crise énorme et à tout ce qu'on en voit justement dans le cinéma et cette vision-là. Parce que c'est aussi ça, bien vieillir. Je pense que c'est, vous voyez, avoir des opinions. Parce que je pense que c'est aussi ça que de bien vieillir, c'est d'avoir des opinions politiques, de les respecter, etc. Et puis, c'est une sorte d'engagement, vous voyez, c'est une sorte d'engagement humaniste vers un monde qui nous plairait plus, qui nous représenterait plus, qui nous incarnerait plus. Être queer, ça a jamais été de rentrer dans le moule, et en fait, il faut qu'on comprenne que même avec les cheveux blancs, on ne rentrera pas dans le moule. Justement, il faut rester créatif, il faut rester libre, il faut rester dans le relationnel. On rentrait pas dans la norme quand on était jeune, on rentrera pas dans la norme quand on sera vieux. Alors c'est à nous de créer nos propres repères, de créer un monde dans lequel on se sent bien, qui fera justement de la place à des nouvelles générations d'artistes, de penseuses, de militants queer qui seront fiers d'être qui ils sont. Aujourd'hui, on n'a pas assez de modèles, mais c'est à nous de les devenir. Et je sais que d'une certaine manière, moi, il y a énormément de personnes queer qui m'ont inspiré et qui inspirent justement mon Iliade sur les réseaux. Et j'espère, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent ah, moi je m'assume pas encore, tes vidéos elles me font trop du bien. J'espère avoir cet impact positif sur les personnes queer parce que je crois que c'est ça ma volonté principale, c'est de déconstruire un peu petit à petit toutes les horreurs qu'on nous bassine depuis qu'on est petit. Certes, mes réflexions sont peut-être pas toujours les plus complexes, mais je sais pas, j'espère avoir un impact positif en ce sens. Et en tout cas, c'est ça qui me donne envie de vieillir. Vieillir dans un monde meilleur, bien vieillir avec moi-même, bien vieillir avec les autres, bien vieillir avec le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une bonne note, un beau commentaire, à aller lire mon roman si ça vous intéresse et à m'envoyer un message ou des sources si jamais vous en avez envie. Je réponds toujours à tout le monde et n'hésitez pas à me crier dessus si jamais je ne le fais pas. En tout cas, c'était un plaisir de tourner cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine au CDI.